Bonsoir, il est 18h, c'est parti pour une demi-heure d'actu en Savoie-Mont-Blanc. Merci de me rejoindre sur le plateau d'Accès Direct, le magazine de la rédaction sur 8 Mont-Blanc. Au programme de ce 21 juin, premier jour de l'été, pas de vacances pour les petits entrepreneurs. Leurs questionnements et inquiétudes durent toute l'année. L'association VAPI a été créée pour les accompagner. Son créateur et président sera sur le plateau. En service ensuite qui pourrait bien plaire à de nombreux vacanciers, Eden Garde a été créé pour assurer le gardiennage des animaux durant l'été. Je recevrai sa fondatrice et puis notre sélection mensuelle du Club de la Presse. Ensuite avec Cécile Bouget, sa présidente. Elle me rejoindra pour nous proposer sa petite revue de presse. Mais avant, salut Seb. Salut Fanette. Bon, on t'a torturé aujourd'hui. Tu fais le JT alors qu'il y a la France qui joue en ce moment même. Donc merci. Et on attaque avec les titres du JT et une journée particulière à Genève puisque le pape était présent. Oui, on va bien entendu parler de cette visite historique du pape François à Genève. Genève qui n'avait pas reçu de souverain pontife depuis 1984. Beaucoup de monde à Palexpo pour la grande messe qui a commencé sur les coups de 17h30. Environ plus de 40 000 fidèles et parmi eux, Olivia et Manu, nos deux envoyés spéciaux. On aura un petit duplex et demain, dans le JT de vendredi, on aura un reportage complet. Et puis la SPA de Chambéry qui est en surchauffe avant même les vacances d'été. Oui, un reportage de notre spécialiste des animaux en détresse. J'ai nommé Olivia Boisson, puisque tu l'as dit, le refuge de Chambéry, donc de la SPA Savoie, est déjà complet. Surpopulation au niveau des box, alors que les vacances estivales n'ont pas encore débuté. Et on sait que par tradition, cette période de vacances estivales, c'est propice malheureusement à beaucoup d'abandon. On en parlera évidemment avec l'invité. On va aller faire un petit tour du côté de Genève, puisque tu l'as dit, Olivia et Manu sont sur place. Et Olivia nous a envoyé une petite interview réalisée dans l'après-midi. Elle est accompagnée d'une fidèle, Patricia. On regarde. Et oui, Fanette, nous sommes à Palexmo, mais alors nous ne sommes pas en direct, contrairement à toi, puisqu'il est actuellement 13h et à l'heure d'Accès Direct, nous serons en pleine messe avec le pape François. Et parmi les 41 000 fidèles, il y a Patricia Fayetta. Bonjour. Bonjour. Alors vous venez du Valais, vous êtes arrivé aux alentours de 10h, vous avez fait l'ouverture de Palexpo et vous êtes venu avec un but bien précis, lequel ? Alors moi j'ai comme objectif de partager cette journée avec les chrétiens, de voir le pape François et de lui remettre un manuscrit que j'ai écrit, donc un livre sur la foi, parce que j'aimerais beaucoup qu'il puisse faire la préface. Alors je ne sais pas comment je vais m'y prendre, c'est l'aventure parce qu'il est inaccessible et donc voilà, je l'ai avec moi et j'aimerais pouvoir lui remettre en main propre. C'est quelque chose de fort pour vous de rencontrer, de voir le pape François ? C'est une expérience incontournable dans une vie, c'est quelque chose d'important, c'est quand même la personne qui représente notre foi religieuse, qui est porteur de messages de paix dans le monde, qui essaye de rassembler les gens. On est beaucoup aujourd'hui, je m'en félicite. Eh bien, écoutez, c'est la plus grande messe que j'aurais jamais fait participer. Écoutez, merci beaucoup, bon après-midi. Et puis Fanette, on se retrouve aussi dans le JT avec plus d'informations. À tout à l'heure. Oui, parce que Seb, donc on entendra d'autres réactions tout à l'heure dans le JT. Notamment un petit micro-trottoir très sympathique. Oui, ils ont trouvé des supporters intéressants. Et on va voir d'ailleurs quelques photos et vidéos parce qu'ils nous ont envoyé, puisque la messe, c'est ça, tu l'as dit, a commencé vers 17h30. Vers 17h30. Donc voilà, là on voit là quelques photos. Messe 2.0. Messe 2.0 et une messe qui a coûté tout de même 2 millions d'euros pour info. Et en fait, il faut savoir que le Vatican ne paye rien. C'est le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg qui doit financer tout ça. Et donc ils ont fait des appels aux dons et c'est encore le cas parce que pour le moment, ils n'ont pas pu tout payer. Et là, on entend la ferveur. La foule en délire. Oui, la foule en délire. Un concert. On se croirait au stade en Russie, voilà, je ne sais pas où, mais... Merci Seb, à tout à l'heure. On passe à notre invité du jour. Olivier Turkmenian, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le président de WAPI TPE, WAPI TPE, une association qui est aussi devenue une structure pour faciliter le quotidien des petits entrepreneurs. Alors déjà, pour commencer, qu'entendez-vous par petit entrepreneur ? Juste une petite précision, je ne suis pas le président de l'association WAPI TPE, je suis le fondateur. De WAPI TPE. Ça, c'est juste un petit aparté. WAPI TPE est une plateforme collaborative qui permet aux très petites entreprises, aux TPE, de leur apporter des avantages qui répondent à leurs besoins. Quand on parle des TPE, par exemple, c'est sous notre définition, ça regroupe 95% des activités des entreprises françaises,
aussi bien tout ce qui est agriculteur, profession libérale, artisans, commerçants, c'est tous ceux qui sont moins de 20 salariés, moins de 500 000 euros de chiffre d'affaires. À travers ça, on identifie les besoins. On a identifié 11 besoins au TPE, identiques pour les agriculteurs que pour les professions libérales, ce sont exactement. Quel que soit le métier, les besoins sont les mêmes? Identiques. Par exemple? Par exemple, le premier besoin, il faut savoir qu'un chef d'entreprise, dans ces petites structures, se doit être polyvalent. Il doit être juriste, gestionnaire, s'occuper de son métier, de ses clients, savoir tout faire. C'est énorme pour une seule et même personne. En général, c'est une personne qui travaille 70 heures par semaine, voire même plus pour certains. Le premier avantage, c'est de leur apporter au même endroit tous les services dont il a besoin pour son activité, d'où la plateforme unique. Ça, c'est le premier avantage, lui faire gagner du temps. Le deuxième avantage, qui est certainement lié et le plus important de tous les besoins, c'est développer son activité. Alors, à travers ça, par exemple, je vais vous donner un exemple. Sur 7 TPE sur 10 n'a aucune présence sur le web. Aujourd'hui, il faut savoir que 74% des consommateurs recherchent une information, recherchent une entreprise sur le web. Ils tapent sur un moteur de recherche l'information qui est nécessaire. Si l'entrepreneur, le petit entrepreneur, n'a aucune présence sur le web, il n'a pas de client, quoi, tout simplement. Donc, à partir de ce constat, on est allé chercher un partenaire, puisque c'est justement la société commerciale qui vient, et dont je suis le président, effectivement, de cette société commerciale, qui vient en appui et va rechercher le partenaire, le meilleur partenaire, qui a l'outil qui pourrait être adapté au TPE. Comment vous avez eu l'idée à l'origine, août 2016, la création, si je ne me trompe pas? Mars 2016, la création de l'association. Comment vous avez eu l'idée de cette mise en communauté? Moi-même, j'ai été artisan pendant de nombreuses années. J'ai été artisan coiffeur. J'avais exactement les mêmes problématiques. Systématiquement, quand je voulais me faire accompagner, que ce soit sur des contrats de travail ou quoi que ce soit, j'allais voir mon expert comptable, un juriste, et voilà. Cette solitude, j'ai voulu la casser. Et j'ai cherché tous les moyens nécessaires pour pouvoir casser justement cette solitude du chef d'entreprise dans sa décision, même s'il reste seul dans sa décision, mais il a besoin d'être accompagné pour pouvoir se développer et vraiment faire ce qu'il aime le mieux, ce qu'il sait faire, ce qu'il a été, sur lequel il a été... Son cœur de métier. Voilà, son cœur de métier. Il a été formé pour ça, mais il n'a pas été formé sur tous les à côté. Donc lui apporter tous les éléments, ça a été un petit peu cette démarche qui a été longue, réfléchie. Très vite, je me suis reconverti j'ai repris des études pour faire du conseil en gestion d'entreprise, vraiment, et être au plus proche des TPE pour comprendre leur façon d'être, etc. C'est exactement la même chose. Donc très concrètement, comment un petit entrepreneur qui nous écouterait, comment il fait? Alors, très simplement, l'inscription, plus on sera nombreux à se regrouper, plus ça permettra à la société commerciale de travailler, d'obtenir des remises auprès des partenaires et d'apporter des outils. L'idée, c'est aussi mutualiser très concrètement des commandes, par exemple, des choses comme ça. C'est exactement ça. Aujourd'hui, on a un peu plus de 8 000 utilisateurs sur tous les outils. Sur l'ensemble de la France. Sur l'ensemble de la France, tout à fait. Et ça nous permet justement d'obtenir. Je vous parlais tout à l'heure des 7 TPE sur 10 qui n'avaient aucune présence sur le web. On a mis en place un système qui s'appelle Kelfox, K-E-L-F-O-X. Qu'on voit là d'ailleurs. D'accord, oui, tout à fait. Qui permet à n'importe quelle entreprise dans sa ville d'être certifié, éprouvé, puisque ça fait 3 semaines qu'on l'a mis en ligne, ce système. On a référencé à peu près 80 entreprises. Les 80 entreprises sont en première page de Google pour un prix dérisoire. Tous nos services, on veut qu'ils soient accessibles au plus grand nombre. C'est pour ça que la société commerciale a avec toute sa force et la communauté, à côté l'association, le groupe, plus on sera nombreux et plus on obtiendra des remises. Je vous donne un deuxième exemple.
On recherchait depuis très longtemps une carte de fidélité nationale. Aujourd'hui, le consommateur a une multitude de cartes de fidélité. Eh bien, avec un nouveau partenaire que là, on est en train de mettre en place, on va avoir une seule carte de fidélité qui va faire l'ensemble des commerçants et artisans adhérents et éligibles à cette possibilité. Un autre système aussi. Nous avons, au mois d'avril, on a participé à une journée qui s'appelait la Duo Day, qui était à l'initiative de la secrétaire d'État chargée à l'handicap et qui permettait à une personne en situation de handicap de se faire accompagner par un chef d'entreprise pendant 24 heures. On s'est dit, l'initiative nous plaît, on l'a relayée dans tous les sens, etc. Ça a été un véritable succès. On voudrait que ce Duo Day soit vraiment un Year Day, on va dire. Et on s'est dit, mais comment prendre le problème? Et c'est très souvent, quand on a des ateliers de réflexion ensemble, avec le groupe vraiment qui travaille pour WAPI, on prend toujours le problème à l'envers. Et on s'est dit, par exemple, les restaurateurs. Les restaurateurs, ils ont besoin de quoi? De développer, d'attirer du client. Eh bien, si on est allé chercher un partenaire et on est allé lui demander si on avait la possibilité, au lieu d'avoir un menu pour un déficient visuel, il ne peut pas le lire, d'accord? Eh bien, de faire une carte sonore de menu et de le mettre. Ce qui nous permettra aussi de mettre en avant le restaurateur avec une carte interactive, d'accord, et lui permettre aussi de développer. Et peut-être, par la suite, bien sûr, il y aura une formation aussi adaptée pour le restaurateur, pour qu'il puisse accueillir la personne en situation de handicap. Et ça lui permettra aussi peut-être d'appréhender et peut-être demain d'embaucher une personne en situation de handicap. Voilà. Eh ben, merci beaucoup d'être venu nous présenter WAPI TPE. Voilà, merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'Accès Direct. On reçoit justement maintenant une jeune entrepreneuse. Je reçois Ornella Dulélari. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez créé, bonsoir. Vous avez créé la start-up Edengard. Donc, son but, c'est le gardiennage des animaux domestiques durant l'été. Donc, à 24 ans, vous êtes lancée dans cette aventure. Vous étiez encore alors étudiante. Et aujourd'hui, vous comptez 10 000 membres. Comment vous avez eu cette idée qui manifestement répondait à un vrai besoin ? Alors, c'est comme un petit peu toutes les histoires entrepreneuriales, ça part d'une histoire personnelle en fait. Donc, ça a commencé en 2012. J'habitais à Paris, j'étais étudiante et je vivais seule. Et j'avais un petit chat à l'époque. J'ai dû m'absenter une fois en urgence pendant 24 heures. Je n'avais pas de solution sous la main pour le faire garder. Et en partant, le chat s'est mis à s'affoler parce qu'il n'avait pas l'habitude d'être seul. Ce qui a inquiété mes voisins qui ont contacté les pompiers. Et ma porte a été enfoncée et le chat a fini au commissariat. Donc c'est une histoire assez anecdotique, mais c'est parti de là en fait. Et du coup, vous avez mis en place cette plateforme et on parlait de communauté avec l'invité précédent. Là aussi, on est dans une communauté. Il y a les maîtres et les gardiens. Les pet sitters, je crois que vous appelez ça comme ça. C'est ça, c'est tout à fait ça. En fait, le terme, il est anglophone, donc c'est pet sitter. C'est un peu comme les baby-sitters, mais spécialisés pour les animaux. Donc c'est une plateforme qui met en relation les propriétaires d'animaux qui cherchent des solutions de gardiennage à tarif économique, parce que c'est ça aussi la différenciation. Qu'est-ce qu'on entend par tarif économique comme vous le voyez, donc ça dépend. Exactement comme vous le voyez sur l'écran, il y a un peu des tarifs très divers. 5 €, 12 € par jour. Donc, ça peut être 4 €, comme ça peut être 16 €. Oui. Mais il faut savoir que le prix en chenil, c'est un peu plus cher et tout le monde n'a pas forcément les moyens de se payer 10 jours de gardiennage à plus de 30 € la nuit. Ça représente un budget et la classe moyenne française n'est peut-être pas en mesure toujours de s'offrir ce genre de service. Donc c'est pour ça que la plateforme a été créée, pour que ce soit accessible à tout le monde et surtout aux classes moyennes qui aiment les animaux et qui des fois, justement, il y en a qui se freinent et qui refusent d'adopter parce que pour eux, ça représente une contrainte. Et grâce à ce genre de site, on leur dit que ce n'est pas une contrainte, il y a des solutions, donc ne vous en faites pas adopter. Voilà. En plus, d'ailleurs, on va en reparler avec la SPA de Chambéry. Comment vous les identifiez, les pet sitters? Parce que je suppose qu'il y a un climat de confiance qui doit être instauré avant de laisser son animal. Ah oui, clairement, parce que surtout les animaux, c'est quand même sensible. On ne confie pas son animal à n'importe qui, ce qui est normal. Et
pour nous, la fiabilité et la sécurité sont quand même des éléments déterminants dans notre façon de travailler. Alors, tout d'abord, c'est la communauté qui veille à la sécurité. Et ça fonctionne très bien. En fait, c'est un système de communauté où chacun signale lorsqu'il constate des dysfonctionnements, on laisse des commentaires, des notes, et en se fondant sur ses avis, sur ses notations, le client, il peut plus ou moins faire confiance ou pas. Et puis, ce que je voudrais dire aussi, c'est que très souvent, on me signale tous les dysfonctionnements. Donc, en fait, la communauté fait un travail remarquable. Et lorsque je l'ai créé, le site, je ne m'attendais pas forcément à autant de collaboration et à une telle cohésion. Et ce qui me surprend parfois, c'est que c'est la communauté elle-même qui fait un travail remarquable en fait, de sécurité. Nous aussi, on le fait a priori. On vérifie les profils, le contenu, on téléphone, on essaie d'avoir des informations sur les pet-sitters. Et puis, mais jusqu'à présent, bon, on n'a eu aucun souci. Non, mais voilà, donc très bien. Voilà, tout va bien dans tout le va bien, monde. donc tant mieux. On parlait des abandons justement. On va regarder un petit extrait du reportage d'Olivia qui passera ce soir au JT sur la SPA de Chambéry. Comme César, ils sont 50 chiens à attendre de quitter le refuge. La SPA est déjà complète à l'approche des vacances d'été. 8 salariés s'occupent du nettoyage des box chaque matin, parmi eux Pauline Carré. Ça me peine d'année en année, même si malheureusement on a plus ou moins l'habitude, on ne s'y fait pas, que je ne comprends pas que les gens prennent un animal et le laissent comme ça au bord de la route ou dans une forêt, attaché à un arbre ou un poteau. Enfin, un animal pour moi c'est comme un enfant, donc on n'abandonne pas son enfant. Je ne comprends pas comment on peut faire ça à un être vivant, quoi. Ce type d'abandon est courant. L'été dernier, une vingtaine d'entre eux ont été constatés. Pourtant, cet acte est puni par le code pénal. 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Donc là, on vient de voir une vingtaine d'abandons l'année dernière pour la SPA de Chambéry. Et les propriétaires risquent gros, hein, on l'a entendu. Vous avez travaillé et vous êtes en train de le faire, si j'ai bien compris, sur la proposition de loi avec la Fondation 30 millions d'amis pour que les animaux ne soient plus reconnus comme des biens, mais comme des êtres vivants et sensibles. Donc, il y a cette loi-là qui a été votée en 2015, mais l'idée, c'est d'aller plus loin. Bien sûr. Oui, tout à fait. Alors en fait, bon, comme ils l'ont cité dans le reportage, le code pénal réprime les abandons, les maltraitances, l'atteinte à l'intégrité physique des animaux. Donc on peut dire que le code pénal, il est assez en avance par rapport aux droits des animaux. Il n'y a pas de grosses lacunes, comme c'est le cas dans le code civil. Et c'est là que je suis intervenue, sous l'impulsion de la Fondation 30 millions d'amis, parce qu'en fait, si vous voulez, aujourd'hui, alors, il faut savoir que le Code civil date de 1804. Donc, nous sommes restés à un très ancien code qui n'a pas bougé, qui est plutôt rigide parce que c'est du droit écrit, en fait. Sauf qu'en 1804, vous vous doutez bien que l'animal avait surtout une valeur marchande et utilitaire. Donc, ce n'était pas du tout la même culture et le même rapport à l'animal. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans l'affect. Sauf que le Code civil n'en a pas tenu compte de ces évolutions. On est resté figé en 1804. Et comme c'est une anomalie, tout de même, les associations animales ont lutté pour que ça change. Et c'est en 2015 que nous avons obtenu une réforme, un projet de loi qui est passé, qui reconnaît l'animal comme un être vivant doué de sensibilité. Ce qui est très bien, c'est une avancée. Mais ça ne suffit pas. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que juste après, l'article 515 du Code civil ajoute qu'il reste soumis au régime des biens. Donc en fait, c'est une fausse bonne nouvelle au final, puisque nous avons une reconnaissance de la sensibilité et de la nature vivante de l'animal qui n'est pas un bien meuble, parce qu'auparavant, il était considéré comme un bien meuble, donc au même titre qu'une table, une chaise. Donc c'était vraiment de l'absurdité. Donc là, on reconnaît son caractère vivant, mais on applique tout de même le régime des biens, donc ce n'est pas cohérent. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut sortir de ce schéma-là. Il faut prendre une vraie décision et reconnaître que l'animal n'est pas un bien et le faire sortir de la catégorie des biens tout court. Et ça, c'est en cours, ce travail-là de juridique, il est en cours, c'est compliqué. Alors c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'enjeux. Déjà, il faut catégoriser les types d'animaux. On a les animaux domestiques, les animaux sauvages, les animaux d'élevage. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même problématique. Pour les animaux domestiques, ce qui pose problème aujourd'hui, c'est d'être dans la catégorie des biens. Mais on ne peut pas non plus les mettre dans les personnes, parce qu'il n'y en a que 2 en fait, en droit. On ne peut pas les qualifier de personnes.
Donc, ce qu'il faudrait, et ce que je propose, moi, c'est de créer un régime, une catégorie intermédiaire. Puisque les animaux ne sont ni des biens, ni des personnes. On l'a déjà fait par le passé, en droit, ça s'est fait, en droit civil. Notamment, moi, je me suis inspirée de la loi de 1985. En fait, c'est une loi qui est sortie lorsqu'il y a eu les accidents de la circulation. Les Français sont équipés de véhicules terrestres à moteur, de voitures. Il y a eu un boom des accidents, on ne savait pas comment les gérer, le Code civil ne le prévoyait pas. Eh ben, on a créé une loi dérogatoire pour indemniser les gens. Et donc, c'est ce que vous demandez. Et c'est ce que je demande, une loi dérogatoire, c'est ça. Eh ben, merci beaucoup et puis bon courage du coup dans votre combat. Et donc Edengard, hein, il reste encore, c'est pas trop tard là pour les vacances, pour se renseigner? Non, pas du tout. Il suffit juste d'aller sur le site du coup, sur Edengard. Les personnes saisissent le nom de la ville où ils habitent et ils peuvent trouver des pet-sitters à proximité et à tarif économique. Ouais. Eh ben, merci beaucoup, merci. On passe à la sélection du club avec Cécile Bouget de Francesco. Bon, Cécile, t'as suivi le foot ou pas? Et tu savais même pas que la France jouait. Pardon. Donc, il n'y aura pas de foot dans la revue de presse de ce soir. Quoi. Eh non. On commence avec... je me suis mélangé les pinceaux, donc j'ai noté celle de Sébastien. On commence avec la clinique de Cluse. Oui, clinique de Cluse. Clinique Grand-Alpes. Donc, des grandes fermeture. Alpes. Ouais. Article du Messager d'aujourd'hui. Édition Faucigny, donc, qui confirme la décision qui a dû être prise a priori mardi 19 juin par le tribunal de commerce, donc pour placer cette clinique en liquidation judiciaire. Alors évidemment, ce n'est pas une bonne nouvelle. Je me suis un petit peu attachée à cette histoire et je me rends compte qu'elle n'a franchement pas de chance, cette clinique, parce que depuis sa reprise par le groupe Novelis, qui est l'actuel propriétaire, oui. Ça va très mal. Hein. Déjà, au moment où elle a été reprise en 2015, le président de Noalis disait que la clinique périclitait depuis 10 ans, donc voilà, les 3 années qui se sont écoulées n'ont rien arrangé. Donc au-delà de la fermeture d'un lieu, et on n'en parle pas, et c'est ce qui m'ennuie un petit peu, c'est qu'on ne sait pas du tout quel est l'impact sur le personnel. Parce que quand Noalis a repris la clinique, il y avait 16 personnes, dont 5 chirurgiens. Mais aujourd'hui, je ne sais pas, je n'ai pas trouvé l'info. Donc au-delà de cette dimension, on va dire, humaine, il se trouve quand même que ça pose un gros problème que cette clinique ferme, puisque on parle de désertification médicale quand même. Donc pourquoi elle ferme? Alors ça, ce sont les dires de certains élus, le maire de Cluse et puis l'un de nos sénateurs qui disent que, en fait, quand Noalis a repris la clinique, ils ont proposé un projet assez ambitieux pour recréer quelque chose et qu'en fait... avec un nouveau bâtiment. Nouveau bâtiment, avec des investissements assez importants, une 50aine de lits programmés, etc. Et qu'en fait, les hôpitaux du Léman, à Sallanches, se sont opposés à cette création. Et que depuis, il y a eu bras de fer avec l'ARS, l'Agence régionale de santé, et qu'on arrive à cette décision-là. Donc, tout le monde est un petit peu remonté par rapport à cette fermeture. Alors, il y a quand même un pôle qui s'appelle un centre de premier recours qui va rester là, et puis des praticiens libéraux qui vont aussi rester ici. Mais bon, plus de chirurgie, plus d'accueil pour des choses un peu plus compliquées, quoi. Je pense que de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler parce que c'est des épisodes incessants. Et puis, tu t'es intéressée également à la première édition de l'International Clean Tech Week. Voilà, il me manquait le troisième mot. Donc, ça se passe en ce moment à Annecy, dans les locaux, entre guillemets, du MIFA, du marché du film d'animation. Inauguration hier, visite ministérielle demain. Donc, on y sera. Et d'ailleurs, on les reçoit aussi sur... Alors, pas le ministre, mais les organisateurs, ils seront sur ce canapé demain soir. Parfait. Donc, c'est un événement assez important. On se rend compte que dès la première édition, ils y vont assez fort quand même, parce que pour décrocher un parrainage du président de la République et une visite ministérielle. Bref, ce sont donc, comme le dit Isabelle Davier donc dans le Dauphiné libéré du jour, des innovations qui vont changer nos vies. Donc, elle présente un certain nombre d'innovations. Juste pour préciser, la volonté de Denis Auro, qui est donc l'inventeur, entre guillemets, de ce festival, puisqu'il appelle ça un festival et pas un salon. C'est l'ancien directeur du Vendée Globe, mine de rien.
c'est de rapprocher les technologies vertes, l'homme et la nature. Il dit qu'on a un peu oublié, en partant tête baissée au XXe siècle sur les technologies, on a un peu oublié l'homme. Donc c'est pour réconcilier tout ça. Et donc des conférences, des démonstrations, l'inauguration d'un catamaran qui s'appelle Plastic Odyssey, donc qui utilise des déchets plastiques non recyclables pour se déplacer. Et puis plein d'exposants. Donc dans le lot, on a des choses très intéressantes. Moi j'ai retenu Green Minded qui recycle les mégots de cigarettes. On en a un petit peu entendu parler ces derniers temps. Avec les mégots, ils font du mobilier urbain. Notre coup de cœur, je pense à plusieurs, c'est la jeune demoiselle tout en bas, Mixicyclette. Oui, j'étais en train de bloquer dessus. Pour voilà, faire donc elle fait un effet assez bof auprès des visiteurs, j'ai l'impression. Donc voilà, vous pédalez et vous fabriquez votre jus de fruits en même temps. Donc voilà, pour ceux qui sont comme moi, qui ont du mal à faire du sport, ça peut éventuellement déclencher des vocations. Et puis toujours dans la gastronomie, Soleil Vert qui produit des cuiseurs avec le soleil solaire, pardon. Et puis ils ont même une table de jardin qui peut récupérer l'énergie du soleil pour alimenter de l'électroménager, donc des frigos, des box, Internet, etc. Et puis voilà. Et donc ils seront sur le plateau demain soir et très rapidement, parce que je suis en train de me faire enguirlander dans l'oreillette, on part à Chambéry. Ouais, non, c'était un coup de cœur. Oui. C'était un coup de cœur parce que l'éducation aux médias, je pense que c'est extrêmement important de nos jours. Et donc je voulais juste mettre en avant les maisons de l'enfance et les MJC de Chambéry qui se sont lancés dans cette chose-là avec une radio, une télé, un journal. Donc le journal en question, c'est l'Essor. Et donc depuis le printemps, ils accueillent des jeunes de 6 à 14 ans et ils leur expliquent comment ça fonctionne. Et il y a des restitutions, évidemment, dans les médias en question. C'était juste pour leur faire un petit clin d'œil. Très chouette. Tu restes avec nous, oui. Cécile. Seb va nous rejoindre pour une revue de presse express. Alors, quel est le score ? Toujours à 0. Toujours à 0, bon, tout va bien. On commence avec un baigneur insolite. Oui, je vous propose de regarder une petite vidéo bien sympathique. Des habitants de Maxi ont réussi à immortaliser un instant de baignade d'un chevreuil dans le lac Léman. C'était ce mardi. Et il se fait attaquer par le cygne, non ? Ouais, en tout cas, il a apprécié. Il a apprécié. Une bonne petite baignade. Et puis on va rester sur les lacs. Oui, avec cette fois-ci le lac du Bourget qui a pris, comme vous pouvez voir sur cette photo, une couleur turquoise qui nous rappelle quelques destinations exotiques. Bahamas, Tahiti ou encore la Malaisie. Un phénomène qui a de surcroît attiré de nombreux touristes, mais c'est surtout un phénomène qui a une explication bien rationnelle et scientifique. Il faut savoir que le lac a 3 couleurs. Il est clair l'hiver, il peut être sombre et il est turquoise l'été. En fait, c'est du plancton microscopique qui se développe et qui prolifère. Et du coup, le carbonate de calcium présent dans l'eau se transforme en calcite, lequel calcite diffuse la lumière du jour pour donner cette belle couleur de bleu turquoise. Voilà. Avec toi, on reparle de la visite du pape, mais cette fois du côté annécien. Alors oui, mais on a inversé. Alors on va d'abord parler on va dire, tu as immortalisé ce midi une particularité dans le ciel annécien. C'est ça. Donc ça, ce sont des gens qui ont posté ça sur Facebook. Alors eux, ils ont vu la clé de sol. Donc fête de la musique, 21 juin. Et puis moi, j'ai tweeté j'ai fait une petite vidéo en conduisant, ce qui est tout à fait autorisé. Alors toi, c'était le début, je pense. Et donc ça, c'était à midi. Donc ça devait être le début, ou alors est-ce qu'il a été en train d'écrire sol. Enfin bref. Donc j'ai tweeté ça, et en fait l'entreprise responsable du coup m'a répondu sur Twitter. Elle s'appelle We Up Skywriting, et en fait elle propose des services de son pilote pour écrire un message personnalisé. Donc si vous avez des demandes, des choses à faire, voilà, vous avez l'adresse. Donc on reparle de la visite du pape François, avec cette fois une vision annécienne. Voilà, c'est le journaliste du Dauphiné Vincent Bouvet-Gerbetaz qui était donc à Genève, et donc qui a posté ça sur Twitter. Et en fait là, c'est toute la délégation de Saint-Michel. Ils ont lancé 7 cars sont partis ce matin. Donc pour Genève, 400 élèves, enseignants et parents sur place. Donc voilà, les Annéciens étaient bien représentés. Et je rappelle qu'on en reparlera dans le JT. Et on parlera aussi de la SPA de Chambéry. Voilà, parce qu'on m'a dit que j'avais pas le temps de faire le rappel des titres. Bon, on l'a quand même fait. On l'a quand même fait. Je m'en fiche, je suis en vacances ce soir, donc je fais ce que je veux. Et puis, puisque c'est l'été, la fête de la musique, je vous propose de nous quitter avec des images rafraîchissantes signées François Pirot, près d'Albi-sur-Chéran et à Lavaux en Suisse, en montage et en musique, avec une musique choisie par notre réalisateur Damien Rémy. Demain, c'est Olivia que vous retrouvez aux commandes pour Accès Direct. Tout de suite, c'est le JT avec Sébastien. Passez une très belle soirée, à bientôt.